Ce webinaire s'inscrit dans notre série de webinaires où c'est un nouvel épisode de notre série de webinaires de partage d'expériences et de partage de connaissances. Donc, dans le chapitre des jeunes professionnels de l'eau, euh, qui fait partie de l'Association internationale de l'eau. Donc, juste avant d'introduire la thématique, de présenter la thématique d'aujourd'hui, j'ai peut-être un ou deux mots par rapport à l'association. Donc, l'Association internationale de l'eau est une organisation à but non lucratif. Et en chiffres, c'est 60 années d'expérience de mise en relation des experts et professionnels de l'eau. C'est une présence dans 140 pays. Et voilà, donc c'est au-delà d'une simple organisation, c'est un centre de connaissances, c'est une ressource dans le secteur. Euh, une initiative a été lancée par l'Association internationale qui est le chapitre des jeunes de l'eau et dont l'objectif c'est de donner la parole aux jeunes et de leur permettre de contribuer aux différentes problématiques et aux défis de l'eau. Et voilà, donc notre chapitre marocain des jeunes de l'eau a pour ambition et objectif de permettre aux jeunes de l'eau de réseauter, de donner une plateforme aux jeunes pour contribuer aux défis marocains en relation avec la crise de l'eau. Et voilà, donc aujourd'hui, c'est la continuité des webinaires qu'on a lancés euh, récemment pour le partage d'expérience. Aujourd'hui, on traite la thématique de la finance de l'eau et plus précisément, on porte un regard sur les perspectives de carrière dans ce créneau. Et nous avons avec nous Si Wael, Dr Wael, qui est un spécialiste de la finance à impact. Il a travaillé avec beaucoup de clients dans plus de 10 pays, notamment avec des organisations des Nations Unies, des institutions multilatérales de développement, des groupes financiers internationaux et des fondations. Donc, on est en très bonne compagnie pour avoir un regard sur la finance de l'eau et des différents débouchés pour les jeunes professionnels de l'eau qui veulent s'orienter vers ce créneau. Donc, merci Wael de nous rejoindre et de partager votre expérience. Et je vous laisse présenter votre contenu. Merci beaucoup, cher Talha. Merci pour l'invitation et merci d'avoir arrangé ce webinaire. J'espère qu'il sera utile pour les personnes qui sont présentes avec nous et plus tard quand il sera diffusé. Comme ça, les gens qui n'ont pas eu l'occasion d'assister pourront regarder la séquence. Je vais partager mon écran. Alors, vous arrivez à voir mon écran? Oui, c'est Plein écran. Super, très bien. Donc, c'est une présentation, comme ça a été annoncé, qui sera sur les carrières dans le financement du secteur de l'eau. C'est vrai qu'historiquement, nous, en tant que financiers, on ne s'est pas beaucoup intéressé au secteur de l'eau. Donc, pour nous, c'était un secteur qui a toujours été loin. Enfin, tout le monde connaît le secteur de l'eau, bien sûr, mais pour des aspirations professionnelles, on n'a jamais fait cette connexion entre la finance et l'eau. Mais les changements que nous avons connus au niveau du pays et au niveau international durant je pense, les 10 dernières années ont fait qu'il y a eu un regain d'intérêt au secteur de l'eau. Et depuis, il y a beaucoup d'opportunités de carrière pour le financier et les économistes pour travailler, contribuer dans le secteur de l'eau. Et donc, l'objet de cette présentation, c'est vraiment dire le pourquoi de la chose et comment, pour les personnes qui sont intéressées de rejoindre ce secteur, comment ils peuvent faire pour pouvoir y contribuer. En termes de structuration de cette présentation, il y aura 4 points, mais vraiment rapidement. Revenir sur la crise de l'eau au Maroc et l'importance du financement pour résoudre cette crise. Deuxième point, c'est qui intervient dans le secteur de l'eau. Et ces intervenants, c'est eux qu'on va retrouver dans le point 3 en termes de carrière. Quels sont les différents types de parcours pour quelqu'un qui est intéressé de travailler dans le financement de l'eau, dans l'économie de l'eau au Maroc?
quelles sont les opportunités qui sont ouvertes à ces personnes. Et finalement, une fois on a compris quels sont les différents chemins, les différents parcours, quelles sont les stratégies pour décrocher un emploi en relation avec le financement de l'eau au Maroc. Donc, ce sont un peu les 4 points que je vais aborder très brièvement. On commencera par la partie crise de l'eau au Maroc et importance du financement. Je pense que les personnes qui sont présentes avec nous, ou bien les personnes qui nous écoutent, sont sensibles à ce sujet-là. Il y a aujourd'hui, nous vivons dans notre pays un stress hydrique structurel. Je voudrais rappeler juste que les ressources hydriques renouvelables sont passées de 2560 mètres cubes à 620 mètres cubes par personne par an, c'est entre 1960 et 2020. Donc, on voit un peu la dégradation, la quantité d'eau par personne a vraiment dégradé. Et nous sommes quasiment proches du seuil de pénurie absolue de 500 mètres cubes par personne et par an. On voit aussi un indicateur de remplissage des barrages, donc j'ai vérifié le chiffre. Hier, le chiffre était de 25,4%, qui est un chiffre qui est très bas, sachant que ce chiffre n'est pas totalement exploitable parce qu'il y a l'envasement des barrages. Bien sûr, il faut rappeler qu'au niveau du Maroc, nous avons une grande variabilité entre les régions et des régions qui sont moins touchées par le stress hydrique, notamment les régions du Nord. Il y a une variabilité temporelle, ça dépend du moment de l'année, et interannuelle parce que nous avons des épisodes de sécheresse, malheureusement, qui sont de plus en plus récurrents. Ces indicateurs de dégradation de la quantité d'eau et de sa qualité sont la résultante de 5 facteurs, à mon avis, bien sûr, les changements climatiques, ça c'est indéniable. Mais aussi, nous sommes dans un pays qui est par construction aride et semi-aride. Donc, nous avons toujours eu des problématiques en termes d'eau, mais maintenant elles sont plus accentuées. La croissance démographique a joué un rôle, parce que la quantité d'eau, on la divise par le nombre de personnes. Donc, quand nous avons une croissance démographique, forcément, la quantité disponible par personne, elle va diminuer. Nous avons une urbanisation rapide. Ça sous-entend ici que les personnes qui vivent dans le milieu urbain consomment plus d'eau que les personnes qui vivent dans le milieu rural. Je ne parle pas de l'agriculture, mais je parle pour les besoins personnels. Et finalement, et ça un point qui est fondamental, c'est qu'il y a une demande très importante de la part de l'agriculture et de l'industrie, spécialement avec les plans de développement de l'agriculture, le plan Maroc vert, et aujourd'hui Génération Green qui demande pour la réalisation de ces plans une quantité très importante d'eau. Si on pense à l'export, par exemple, sur de la culture comme l'avocat, par exemple, les quantités d'eau demandées sont très importantes. Donc, c'est une combinaison de facteurs qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous avons une pénurie au niveau de cette ressource qui est très vitale. Bien sûr, quand on revient aux politiques sectorielles au niveau du Maroc, le nouveau modèle de développement consacre un chapitre stratégique, un chapitre stratégique par rapport à l'eau. Donc, si on voit le choix stratégique numéro 5, l'objectif, c'est de préserver les ressources en eau pour nos enfants et pour les générations futures. Donc, ça passe par quoi? Ça passe par la transparence sur les coûts. Donc là, on commence à parler de financement. L'instauration d'une tarification réelle qui reflète la valeur de l'eau. Donc, pareil, la mise en place de l'Agence nationale de l'eau, donc c'est l'aspect régulation, et la mobilisation du potentiel des ressources non conventionnelles, par exemple le dessalement et le recyclage des eaux. Et donc là, c'est vraiment quelque chose de stratégique au niveau de notre nouveau modèle de développement. Autre point qu'on retrouve au niveau pour montrer que c'est prioritaire pour notre pays, nous avons un programme national prioritaire de l'eau annoncé entre 2022 et 2027 qui prévoit 12 milliards de dollars d'investissement pour le développement de l'eau, pour la gestion de la demande, le renforcement de l'approvisionnement en eau potable au milieu rural et la réutilisation des eaux épurées et la sensibilisation. Donc on voit que l'État a une grande ambition en termes d'investissement dans le secteur de l'eau. Il y a un besoin pressant, comme j'ai dit, en investissement. Si on prend juste l'exemple du dessalement, la station d'Agadir, qui n'est pas la plus grande station, parce que nous sommes en train de construire, nous ambitionnons de mettre des stations plus grandes, notamment à Casablanca. Mais si on prend le cas de la station d'Agadir, qui sert pour l'irrigation et pour l'eau potable, il s'agit d'un investissement de 450 millions de dollars. Et donc, qui dit investissement, on dit le besoin de pouvoir pleinement mobiliser les ressources de l'État, mais aussi les ressources du secteur privé
et les ressources au niveau de la coopération internationale. C'est quelque chose de fondamental. D'ailleurs, il faut rappeler que les projets de dessalement que nous sommes en train de mettre en place, celui d'Agadir, celui de Casablanca, ceux qui viendront, celui de Tanger aussi, sont tous mis en partenariat avec le secteur privé parce qu'on a besoin de la contribution du secteur privé parce que les investissements sont tellement importants dans le contexte actuel. L'État n'a pas les ressources pour supporter à elle seule un tel poids en termes d'investissement. Donc là, c'est juste pour montrer qu'aujourd'hui, il y a un grand besoin, il y a une grande ambition dans notre pays, mais cette ambition est corrélée, elle dépend d'une manière très forte des financements. Donc c'est pour ça qu'on parle du sujet financement en corrélation avec le secteur de l'eau. Il est important aussi pour les personnes qui sont présentes avec nous d'avoir une vision sur ce qu'on appelle la chaîne de valeur du secteur de l'eau. Donc, si on prend le secteur de l'eau en termes de chaîne de valeur, bon, il y a une première étape de capter et stocker les eaux, notamment au niveau des barrages. Une deuxième grande étape, c'est celui d'un traitement de l'eau pour la rendre exploitable au niveau des populations. Après, il y a le secteur ou la chaîne de valeur relative à la distribution de l'eau potable, que ce soit au niveau des régies, que ce soit au niveau des délégataires, que ce soit au niveau des municipalités, ou bien de l'ONE carrément. Et finalement, on a une chaîne de valeur en bout, c'est toute la partie traitement des eaux usées, avant de les rejeter dans la mer, par exemple, ou bien le recyclage des eaux usées pour des fins d'agriculture ou d'arrosage des espaces verts. Nous avons également toute la partie dessalement qui soit est destinée à l'irrigation agricole, par exemple dans le cas de la station de dessalement d'Agadir, ou bien qui est destinée pour l'eau potable et après c'est le même circuit, distribution, traitement ou bien recyclage. Donc cette chaîne de valeur, elle est importante à comprendre parce que avec la compréhension de cette chaîne de valeur, nous essayons de comprendre quelles sont les parties prenantes au niveau de l'écosystème de l'eau au Maroc. Donc, si on peut les regrouper en 5 familles avec le prisme financier, nous avons les opérateurs. Donc, sont ceux qui opèrent au niveau de la chaîne de valeur, par exemple l'Agence des bassins hydrauliques, l'ONE, l'ex-ONEP, les régies, les sociétés de distribution d'eau et les unités de dessalement. On peut considérer ça comme étant des opérateurs. Nous avons des régulateurs, notamment le ministère de l'Équipement et de l'eau, le ministère de l'Agriculture qui met en place les politiques, la réglementation et s'assure de leur application. Nous avons des prestataires techniques, par exemple des sociétés d'ingénierie qui fournissent les infrastructures, qui mettent en place les infrastructures en génie civil, par exemple. Les fournisseurs d'équipements, pareil. Nous avons qu'on appelle les financiers. Ce sont, par exemple, les banques d'investissement, les assurances, les fonds d'investissement qui financent les infrastructures en eau. Et nous avons un dernier groupe on peut appeler ça un groupe d'études et de recherche. Ce sont, par exemple, des centres de recherche au niveau des universités, au niveau des think tanks, des cabinets de conseil, des cabinets d'audit, etc. Pourquoi je parle de cette famille d'intervenants? Ces familles d'intervenants seront importantes parce que les parcours en termes de carrière au niveau du financement de l'eau peut s'opérer au niveau de ces groupes, soit au niveau des opérateurs, soit au niveau des régulateurs, des prestataires techniques, du système financier, ou bien au niveau de la recherche. On va en parler de ça tout de suite. Si on prend la perspective financière, et c'est ça qui m'intéresse ici, parce que l'objectif de cette présentation, c'est de parler aux personnes qui sont au niveau des branches d'économie et des finances, et de leur dire s'ils sont intéressés par la thématique de l'eau, quels sont leurs recruteurs potentiels. Dans ce cas de figure, on peut les classer en 3 familles. Vous avez ce qu'on appelle les fournisseurs de services financiers qui recrutent des financiers, des économistes qui sont spécialisés en eau. Vous avez par exemple les banques commerciales, les banques d'affaires, les assurances, les fonds d'investissement. Nous avons une deuxième famille qui vont recruter ces personnes, des économistes ou financiers, c'est soit les opérateurs, par exemple l'ONE, peut recruter des personnes qui travaillent dans la direction financière ou bien dans l'évaluation de projet. Les prestataires techniques, la même chose, et les fournisseurs, la même chose. Et finalement, le troisième groupe qui peut recruter justement ces profils, nous avons les régulateurs, type les ministères, l'agence des bassins hydrauliques, etc., les cabinets de conseil et d'audit, les centres de recherche, les ONG, les organisations internationales comme
le PNUD, par exemple, recrute des analystes, des spécialistes dans les thématiques de l'eau et de l'économie et de la finance. Alors, pour parler spécifiquement des carrières, si on commence par les fournisseurs des services financiers, quels sont les types de carrières qu'on peut avoir, qu'un financier ou bien qu'un économiste peut avoir? Là, j'ai donné 3 exemples qui sont les plus courants, à mon avis. Premièrement, ce sont les analystes de financement des investissements dans le secteur de l'eau. Ben, typiquement, si vous êtes dans une banque et il y a un projet à financer en relation avec l'eau, ils vont donner le projet à un analyste qui va l'évaluer et dire est-ce qu'il est rentable financièrement. Donc, cette personne-là qui va travailler sur ce projet ou bien sur cet investissement, quand on est dans une banque d'investissement, dans un fonds d'investissement, on va appeler ça analyste financier. Il y a une double compétence, une compétence financière, il peut évaluer des projets financièrement, mais en même temps, il a une connaissance du secteur de l'eau qui lui permet d'être beaucoup plus à l'aise en faisant l'analyse de ses investissements. Là, c'est le premier exemple. Second exemple, c'est par exemple des personnes qui vont travailler dans les risques. Vous savez, dans le secteur financier, il y a une exposition au secteur de l'eau d'un point de vue risque. Par exemple, si moi je suis une banque et j'ai financé une plantation agricole, ben, l'eau c'est un risque parce que si l'eau arrive à devenir rare dans cette région, cela va impliquer la capacité de paiement de mon client et donc j'ai un risque. J'ai un risque de crédit. J'ai aussi un risque de marché parce que la valeur de mon investissement va fluctuer en fonction de la disponibilité en eau. Donc, il y a des personnes qui travaillent sur les risques, mais qui sont spécialisées dans cette question d'évaluer le portefeuille de financement de la banque ou du fonds d'investissement en relation avec la disponibilité de l'eau. Il y a aussi des parcours aussi qui peuvent être intéressants pour les financiers dans l'eau. C'est toute la partie responsabilité sociale. Comme vous savez, les groupes financiers ont tous des fondations qui travaillent dans la responsabilité sociale et donc qui font des projets en relation avec l'eau, soit à travers des canalisations, soit à travers le creusement de puits, soit à travers la mise en place de solutions innovantes en termes d'eau. Et donc la responsabilité sociale des gens qui travaillent dans ce secteur, ça peut être des opportunités de carrière par rapport à ce volet-là. Là, ce sont des exemples de types de carrière qu'un financier, un économiste peut avoir dans le secteur de la finance, mais en interaction avec la thématique de l'eau. On va passer maintenant de l'autre côté. Donc, on était du côté des providers ou bien des fournisseurs des services financiers. Mais avant de passer à l'autre côté, j'ai oublié de parler des assurances, parce que les assurances assurent le secteur agricole et assurent des affaires commerciales. Et bien sûr, l'eau, c'est un risque. Et donc, en assurance, quand on fait de l'actuariat, on veut pricer un risque. On prend en considération le secteur de l'eau, la disponibilité en eau. Et donc, ça peut rentrer dans la catégorie risque également, mais dans le secteur des assurances également. J'ai oublié de mentionner ce point-là. Si nous passons de l'autre côté, qui est celui des consommateurs des services financiers, donc là, on est du côté des entreprises qui consomment des services financiers. Et donc, par exemple, c'est un opérateur type ONE, c'est une unité de dessalement, c'est par exemple un bureau d'ingénierie, c'est un fournisseur qui travaille dans le secteur de l'eau, qui a besoin de financer pour faire fonctionner son activité parce qu'il est aussi dans le secteur de l'eau. Quels sont les types de carrières qu'un financier, un économiste peut avoir? Ben, premièrement, c'est analyste financier parce que au sein de ces opérateurs, on fait de l'évaluation de projets et on a besoin de personnes financières qui permettent d'évaluer la rentabilité de certains projets des investissements. On a besoin de contrôleurs de gestion qui vont établir des tableaux de bord qui incluent des indicateurs financiers et non financiers sur les projets que nous gérons. Nous avons besoin de cadres comptables qui va gérer les opérations comptables relatives à n'importe quelle entreprise ou organisation. Nous avons besoin d'un gestionnaire de trésorerie qui va travailler qui va s'assurer qu'il y a assez de trésorerie au niveau de cette organisation. Donc, soit il va prendre l'argent sur le marché quand il n'y a pas assez de trésorerie, soit il va faire des placements quand il y a des excédents de trésorerie. Et finalement, au niveau des consommateurs des services financiers, on a besoin de fiscalistes qui vont travailler sur les aspects d'optimisation fiscale, de telle sorte à ce que le paiement des taxes et impôts soit le plus optimisé possible dans le cadre de ce qui est permis dans la réglementation. Donc là, ce sont plusieurs parcours possibles pour des personnes qui ont une formation financière ou économiste
qui s'intéressent à la thématique de l'eau. Un point important que je devrais rappeler à ce stade-là, c'est que dans les petites organisations, une personne peut faire plusieurs fonctions. Par exemple, si on est dans un bureau d'études d'ingénierie dans l'hydraulique, une personne peut être à la fois analyste financière, contrôleur de gestion, comptable. Donc, il y a parfois des cumuls de fonctions, dépendamment de la taille de l'organisation. Plus les organisations sont plus grandes, plus il y a une spécialisation, plus elles sont petites, plus il y a des cumuls de fonctions. Dernier élément, donc là, on a parlé des fournisseurs, donc on a parlé des banques, des assurances, des fonds d'investissement. On a parlé de l'autre côté des consommateurs des services financiers. Nous parlerons maintenant de ceux qui sont en support des services financiers. Par exemple, vous pouvez travailler dans un centre de recherche, vous travaillez sur le secteur de l'eau et de la finance. Par exemple, un think tank, un centre de recherche, un centre d'études doctorales. Vous faites de la recherche scientifique, de l'enseignement. Il y a des parcours qui peuvent être possibles et justement, mon message aussi pour les personnes qui souhaitent faire des doctorats et tout, et qui sont de formation économiste ou ils sont des financiers, moi je les encourage vivement à considérer de faire des formations de faire leur recherche dans le secteur de l'eau parce que c'est quelque chose de très intéressant. Il y a aussi des auditeurs financiers qui vont auditer ces entreprises qui font la prestation des services de l'eau, des consultants, des chargés d'études. Donc là, ce sont des types de parcours qui ne sont pas dans le secteur financier, qui ne sont pas au niveau des opérateurs, mais qui sont au niveau des sociétés qui font du support. Donc là, on voit toute la diversité des parcours qui est offerte pour des personnes qui ont un parcours financier ou économiste dans le secteur de l'eau. C'est des parcours qui sont diversifiés, mais leur point commun, c'est qu'on met à la disposition du secteur notre compétence financière et économiste en conjugaison avec la thématique de l'eau. Permettez-moi maintenant d'aller sur le troisième thème quelles sont les stratégies pour décrocher un emploi en relation avec le secteur de l'eau. On a parlé de l'importance, de la criticité du secteur de l'eau pour le Maroc, de l'ambition de notre pays, on a parlé des acteurs, on a parlé des types de parcours qui sont très variés et très intéressants. Ça, c'est très bien. Supposons que ça m'intéresse, qu'est-ce que je dois faire si je veux me positionner, si je veux décrocher un emploi en relation avec le financement de l'eau au Maroc. Je pense qu'il y a plusieurs stratégies. La première stratégie de base qui est évidente, c'est vraiment s'intéresser au sujet. Je ne peux pas chercher un emploi dans un sujet si je ne suis pas intéressé, je ne connais pas la dynamique. Et donc là, c'est vraiment faire le suivi au niveau de l'actualité, ce qui se dit dans le thème, lire les livres qui parlent de cette thématique-là de l'eau, en conjugaison avec le financement, avec l'économie. Écouter des podcasts, il y en a plusieurs sur l'eau, sur le financement de l'eau, ou bien suivre des émissions, des documentaires à la télé. Donc, mais ça, c'est de la culture générale, mais c'est très important pour pouvoir affiner notre connaissance. Donc là, je parle à des financiers et des économistes. Je suppose que vous avez les connaissances de base en termes d'évaluation de projets, évaluation des investissements, risque d'un projet, etc. Ça, c'est un exemple. Maintenant, il faudrait compléter cette formation par rapport à une connaissance du secteur de l'eau. Et cela vient par le fait qu'il faudrait s'intéresser à ce sujet-là en lisant soit des choses générales, soit des choses qui sont spécialisées. Donc, il faut s'informer sur le sujet. Ceci est le niveau c'est la première étape. La seconde étape, moi, ce que je recommanderais, c'est aussi de suivre des formations spécialisées en ligne. Il faudrait que je dise qu'il n'y a pas forcément beaucoup de formations sur le financement de l'eau. Moi, je n'en vois pas beaucoup. Mais ce que vous pouvez faire, c'est vraiment faire des formations sur le secteur de l'eau. Comment le secteur de l'eau est structuré, quels sont ses défis, quelles sont les principales politiques en termes d'eau pour contourner la problématique de l'eau. Quelles sont les solutions non conventionnelles, quelles sont leurs limites, quelle est l'interconnexion entre le secteur de l'eau et le secteur de l'énergie. Toutes ces thématiques-là, c'est quelque chose de très intéressant et une fois que vous faites ce travail-là et vous conjuguez ça par rapport à votre formation en tant que financier ou bien en tant qu'économiste, ça vous donne une meilleure vision sur la thématique du financement de l'eau. Alors, comment suivre ces formations? Il y a plusieurs plateformes aujourd'hui qui permettent de suivre des formations. Beaucoup d'entre elles sont gratuites. Si vous voulez avoir des certificats, il y a des paiements.
qu'il faudrait faire, mais c'est pas cher. Vous avez par exemple Coursera, vous avez Udemy, edX, FutureLearn, France Université Numérique en français. Et il y en a d'autres, mais là, j'ai donné des exemples qui vous permettent de vous former et d'aller au-delà de l'article que vous avez lu dans un journal ou bien de l'émission que vous avez vue à la radio, à la télé ou écoutée dans une radio. Ça permet d'aller beaucoup plus loin en termes de concept. Donc, suivre des formations, moi, c'est quelque chose que je recommande, sachant que c'est quelque chose qui se fait à distance. Vous pouvez faire ça quand vous avez du temps et les coûts sont parfois gratuits. Sinon, quand vous payez, c'est pas trop cher. Troisième stratégie, bien sûr, il faut développer son réseau. Je pense qu'il faut aussi s'impliquer avec l'association qui sont actives dans le secteur, comme notre association qui organise aujourd'hui cet événement-là. Donc, être impliqué dans l'association non seulement vous permet d'être exposé aux thématiques. Par exemple, la dernière fois, dans le webinaire, on avait parlé du traitement des eaux usées avec l'expérience canadienne. C'était très intéressant. Avant, il y avait Tarat. Et donc là, ça donne une certaine exposition au secteur, mais aussi, et ça, je pense, c'est aussi important, ça vous donne de l'accès à un réseau. Donc, ça vous permet de développer des réseaux parce que généralement, les gens qui sont impliqués dans des associations sectorielles sont les gens qui sont dans le secteur. Et donc, ça vous permet de rencontrer des gens et de développer votre relationnel. Un point important, je pense que c'est pas, vous connaissez ça déjà, mais c'est juste pour pouvoir insister dessus, c'est que les recrutements peuvent se faire sur des annonces, mais généralement, pour trouver des emplois, c'est plus à travers le réseau qu'à travers des annonces. Donc, développer des réseaux, ça se passe par être impliqué dans des associations en tant que volontaire ou au moins en tant que participant aux événements des associations. Assister à des événements présentiels qui sont sur la thématique de l'eau. Donc, quand vous voyez un événement, il ne faut pas y hésiter, il faut y aller, assister, rencontrer des gens, etc., dire que vous êtes intéressé par la thématique. Il se peut qu'il y ait des choses qui peuvent sortir de ces événements d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue relationnel. Il faut aussi rentrer en contact avec les professionnels du secteur à travers, par exemple, des réseaux comme LinkedIn ou d'autres. Ça, c'est important parce que le contact avec les professionnels, ils sont sur le marché, ils savent de quoi ils ont besoin et donc le fait de pouvoir rentrer en contact avec eux, non seulement améliore votre réseau, mais aussi vous donne une meilleure compréhension de leurs attentes. Et aussi, pour les gens qui sont plus dans le côté études, côté recherche scientifique, c'est se connecter avec les chercheurs au niveau des centres des études doctorales, au niveau des laboratoires des universités. C'est important aussi de se connecter avec ces personnes-là parce que ils sont actifs au niveau de la recherche, ils organisent des colloques scientifiques. Et donc, c'est l'occasion aussi de pouvoir s'ouvrir sur le champ académique et le champ scientifique en relation avec le secteur de l'eau. Autre, je dirais, recommandation que je donnerais ici, c'est vraiment programmer des alertes. Moi, je trouve que c'est intéressant. Il y a des sites d'emploi qui publient des annonces en relation avec le secteur de l'eau, en relation avec le financement, l'économie. Quand vous faites des alertes, ben, vous recevez ça d'une manière régulière sur votre boîte mail. Et donc, ça vous permet d'être au courant de toutes les ouvertures de postes ou bien les annonces d'emploi. Comme ça, vous ne ratez pas, vous pouvez y postuler. Et aussi, les alertes, je trouve qu'au niveau des moteurs de recherche, c'est intéressant de faire des alertes quand il s'agit d'avoir des accès sur des articles. Par exemple, Google Alert, en mettant des mots-clés. Par exemple, vous mettez au Maroc, par exemple, vous allez recevoir chaque jour tous les articles qui parlent de ça dans votre boîte mail. Donc, vous raterez rien du tout en termes de suivi de ce qui est fait. Voilà. Donc là, c'était un peu vraiment des synthèses de stratégies pour pouvoir trouver un emploi pour ceux qui sont intéressés. Je parle bien sûr de nos collègues financiers économistes que j'encourage vivement à pouvoir considérer des carrières dans le secteur de l'eau parce que je pense que non seulement il y a un besoin, il y aura beaucoup plus d'investissements que nous allons faire au niveau de notre pays, mais c'est quelque chose de très intéressant de dire que mon travail en tant qu'économiste et financier permet de résoudre une problématique qui est vitale pour notre pays au niveau social, environnemental, économique. Je vais m'arrêter là. Ben, je vous remercie pour votre attention et je redonne la parole aux organisateurs. Je suis vraiment à votre disposition pour pouvoir répondre à vos questions.
Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Siwaïl. Très, très instructif, l'exposé et d'avoir démontré un peu le large éventail de débouchés qui sont présents pour les jeunes professionnels de l'eau, mais aussi les jeunes financiers qui souhaitent un peu s'orienter au secteur de l'eau. Euh, alors déjà bon, j'ai personnellement noté que dernièrement, que ce soit du côté public ou privé, il y a une tendance à diversifier un peu les instruments financiers. On a, euh, bon, je note par exemple l'année dernière, je pense à Agadir, euh, il y avait l'exemple de l'obligation municipale verte, qui était un peu le premier exemple marocain auprès de la Bird, qui avait contracté ce type d'instruments financiers pour financer le programme de développement urbain à Agadir. Euh, donc ça c'est un exemple d'innovation financière municipale étatique. Euh, j'ai noté récemment aussi le recours de plus en plus qui va crescendo au financement innovant, qui, dans l'objectif de remplacer un peu l'endettement classique de l'État qui pèse sur la, la- la balance budgétaire. Donc, ça démontre un peu le recours de l'État, du secteur public, à, à d'autres instruments. Donc, c'est une ouverture qui est louable et qui montre aussi qu'il y a un besoin, peut-être, puisque ça va crescendo euh, à des compétences qui sont différentes aux compétences financières classiques qui partent travailler dans l'État. Mais j'imagine aussi dans le privé, j'ai pas vraiment de connaissances particulières par rapport à ce sujet-là. Euh, J'imagine qu'il y a un engouement de ce côté-là aussi. Alors j'aimerais savoir déjà, euh, sur la base de ton expérience, est-ce que cet engouement se ressent vraiment? Est-ce qu'il y a un changement des compétences qui sont demandées sur le marché? Bon, tu as présenté un peu l'éventail des bouchers, mais quelle est la tendance en termes de compétences? Voilà. Merci, merci Setlaha. Je pense que la question est très pertinente. Je pense que ce que nous observons, je vais commencer peut-être par le secteur financier, c'est que quand on parle de, quand on a une visibilité sur un programme d'investissement, donc on sait que le Maroc est en train d'investir massivement euh, et que on sait déjà que tous ces investissements doivent se faire avec le secteur privé. En tout cas, une grande partie d'entre eux, ou les plus importants, devront se faire avec le secteur privé. Et quand on dit doivent se faire avec le secteur privé, donc forcément, il y a le concours des organisations financières. Donc, quand on voit le montage qui a été fait à Agadir, ça a été fait en contribution avec des acteurs financiers locaux. Et donc, dès que vous avez l'implication du secteur financier qui devient plus importante, ça veut dire que derrière, au niveau du secteur financier, il y a des hommes et des femmes qui rendent ces investissements possibles. Donc, ils doivent les évaluer, ils doivent le suivre. Et plus l'investissement est important, plus le besoin d'évaluer et de suivre devient plus important et qui justifie le recours le recrutement de cadres qualifiés pour pouvoir faire ce travail. Je parle des banques, je parle des assurances et je parle des fonds d'investissement. Il y a cette dimension-là. Il y a également la dimension risque. Il ne faut pas oublier que le secteur financier marocain finance l'ensemble de l'économie et il finance aussi le secteur agricole, il finance aussi le secteur industriel. Supposons que vous avez financé une usine qui fait, ou bien une mine dans dans un endroit du Maroc. Donc, vous savez que pour faire l'activité minière, si vous n'avez pas d'eau, vous pouvez pas extraire et traiter votre minerai. Et donc, la disponibilité de l'eau dans ce cas de figure est un facteur de risque parce que si j'arrive pas, si cette mine n'a pas accès à l'eau, bah, tout simplement, la mine ne sera pas capable de payer son,
financement, et moi, je vais perdre mon argent en tant que financier. Vous prenez cet exemple sur la mine, vous l'extrapolez sur des exemples au niveau de l'industrie, au niveau de l'agriculture, etc. Et donc, le secteur financier aujourd'hui se rend compte que cette problématique en termes de disponibilité de l'eau pose un risque. Et donc, on a besoin d'avoir des personnes qui vont commencer à travailler, qui le font déjà, sur l'évaluation du risque du portefeuille en cas de pénurie d'eau. Et c'est un risque qui, sa probabilité est importante, mais son impact est très important aussi. Donc là, vous voyez que d'un point de vue financier, la demande en termes de compréhension du secteur de l'eau au niveau des investissements, des financements, des risques est de plus en plus importante. Et ce qui se traduit aussi par le fait que il y a une demande en compétences. Ça ne veut pas dire que ces compétences vont travailler uniquement sur le secteur de l'eau, peuvent travailler sur d'autres secteurs, mais vous avez besoin quand même de compétences qui ont cette polyvalence ou qui ont cette exposition par rapport à ce secteur-là. Donc là, c'est au niveau du secteur du secteur financier. Si on voit au niveau par exemple, de l'État ou bien des municipalités ou bien des régions, puisque nous sommes dans des projets de PPP, donc de partenariat public-privé et un montage, et donc le besoin de pouvoir suivre d'un point de vue financier ces montages est de plus en plus important. Donc, il faudrait s'attendre aussi à qu'il y ait plus de demandes du côté des régulateurs, au niveau des opérateurs, et bien sûr, au niveau des nouvelles sociétés qui seront mises en place pour le dessin. Il y aura des besoins de personnes qui vont suivre les projets, qui vont faire de l'analyse financière, etc. Et donc, je pense que tous les ingrédients sont là pour dire que euh, la demande en termes de ressources d'économistes, des ressources financières, qui ont une compréhension du secteur de l'eau, devient de plus en plus important. Je n'ai pas parlé du volet recherche et académie également. Donc là, pour nous, c'est quelque chose qui indique qu'il y a un trend, qu'on le voit déjà, mais je pense que ce trend va s'accélérer dans le futur. Merci beaucoup. Bon, je profite pour inviter l'audience. Si vous avez des questions, c'est l'occasion. C'est très intéressant et passionnant de voir un peu le chevauchement de la finance et de l'eau et de voir un peu les différentes euh, manières d'appréhender la question. Alors, j'ai peut-être, j'enchaîne peut-être avec notre question. Vous avez euh, proposé pour les gens, les financiers surtout, qui sont intéressés par le sujet, de s'intéresser à la question en lisant et en s'ouvrant aux professionnels du secteur. Mais si on veut s'adresser aux techniciens du secteur qui ont peut-être une appétence pour le secteur de la finance, comment voyez-vous la manière de s'approcher du monde de la finance pour quelqu'un qui travaille peut-être en tant qu'ingénieur technique ou dans une station d'épuration, quel que soit le poste technique? Oui, c'est une très bonne question. Ça, c'est le chemin inverse, c'est-à-dire, nous, on a présenté le chemin de la finance vers l'eau. Il y a aussi un chemin inverse qui peut s'établir, bien sûr, entre les professionnels de l'eau et de la finance. Ben, ce que j'ai dit tout à l'heure s'applique de la même manière. Les professionnels de l'eau connaissent le secteur, connaissent la dynamique, l'offre, la demande, les contraintes, la structure des projets. Ce qui leur manquerait dans ce cas-là, c'est la compétence financière. Et donc, de la même manière, en fait, c'est ce que j'avais proposé comme recommandation, c'est s'applique de la même manière. C'est vraiment faire des formations sur le financement de projets, sur l'évaluation des projets, sur la gestion des risques des projets. Je pense qu'avec ces thématiques-là, ça va compléter leur parcours. Et donc, c'est le chemin inverse. Et pareil, c'est s'intéresser aux événements qui partent de la thématique économie slash eau, finance slash eau, et faire un investissement personnel en termes pour avoir le bagage financier, économique, pour pouvoir le conjuguer avec ce qu'ils connaissent dans le secteur de l'eau. Je pense que c'est tout à fait faisable et ils partent avec un avantage, c'est qu'ils connaissent le secteur, mais par contre, ils doivent compléter par la compétence financière et économique.
Merci beaucoup. Est-ce que nous avons notre bureau du chapitre, Adil et Iman? Est-ce que vous avez des questions entre intervenants? C'est Adil. Oui. Oui, salam alaikum, Siwael, merci pour cette présentation. C'est juste, j'aimerais bien de reconfirmer le montant, ou bien le budget de station de dessalement d'Agadir. C'est 450 millions de dollars ou bien millions de dirhams? Non, de dollars. Ah bon? Ah, c'est trop. C'est énorme. Là, ouais, c'est ça, en fait, 450 millions. C'est pour ça que c'est des investissements qui coûtent cher. Oui. Après, la problématique de la station, bien sûr, j'ai oublié de dire ça, d'un point de vue financier, c'est là aussi une station de dessalement. Le coût opérationnel, c'est la moitié, c'est le coût de l'énergie. Parce que en fait, c'est un process industriel qui est intensif en termes d'énergie. Et, euh, et donc, le coût d'énergie représente une part. Mais les 450 millions de dollars, c'est l'investissement, c'est la mise en place de l'infrastructure, les adductions, etc. Mais il y a le coût de faire opérer cette station parce que c'est un process intensif. La bonne nouvelle, c'est que au Maroc, nous avons fait euh, le choix d'opérer certaines stations avec l'énergie renouvelable. C'est une très bonne chose. Mais bon, bien sûr, l'énergie renouvelable ne peut pas fonctionner toute la journée. À un moment, il faut compléter par une autre source d'énergie. Parce que quand il n'y a pas le soleil, il y a toujours un besoin pour produire de l'eau. Donc, il faudrait aussi trouver un mécanisme de pouvoir alimenter les stations par de l'énergie fossile. Mais la problématique de l'eau, de l'énergie est très intéressante. Mais par contre, ce qui a été fait pour pouvoir, parce que l'État ne peut pas investir dans toutes les stations, c'est ce qu'on appelle des partenariats publics-privés, où ce sont les opérateurs publics privés qui investissent dans la station. Et derrière, il y a l'engagement d'acheter le mètre cube à un prix bien défini pendant une période, ce qui va donner une visibilité à l'opérateur privé pour pouvoir récupérer son investissement. Le même montage a été fait dans le solaire. Par exemple, dans les stations de Nour, c'est la même chose. Donc, vous avez des investisseurs et un engagement de pouvoir acheter le kilowattheure à un prix bien défini. C'est un peu le montage qui est fait. Donc, il y a un engagement sur la durée et c'est les investissements privés qui mettent de l'argent pour pouvoir investir et mettre. Dans le cas d'espèce, c'est un opérateur espagnol qui a investi dans la station de Guézir. Euh, Ton micro est coupé, Adil. الحق. Oui. Ah, pardon. J'avais juste une petite question à Siwail, juste par rapport à la question que tu avais posée tout à l'heure concernant le chemin inverse. Je me demande toujours, moi, en fait, je parle en fait, j'ai 7 années d'expérience dans le domaine du financement de projets. Donc, je travaille actuellement à l'ONE. Donc, c'est là où j'ai commencé ma carrière. Moi, je suis financière. Je suis pas vraiment ingénieure. Et au début de ma carrière, je connaissais vraiment rien sur l'eau, sur le secteur de l'eau, sur le domaine de l'eau, donc tout ce qui est technique. Et maintenant, avec du recul, je me pose la question, est-ce que c'est pas plus facile pour un ingénieur justement de se lancer dans des carrières qui sont en lien avec le secteur de l'eau que, par exemple, en comparaison avec des économistes ou avec des financiers? Parce que justement, moi, par exemple, en école de commerce, on n'a pas été formé sur des questions techniques en lien avec le secteur de l'eau ou autre chose. Donc c'était ça, en fait, le challenge pour moi. Je fais juste un petit retour d'expérience par rapport à toutes ces années. C'était ça le challenge, c'était le manque de formation. Et voilà, donc j'aurais bien aimé avoir plus de recul par rapport à ce secteur-là. Et voilà, donc maintenant je me pose la question, je me dis peut-être que c'est plus facile pour des ingénieurs parce que
quand on est ingénieur, je suppose qu'on fait des maths. Donc, par essence, on est financier. Et voilà, donc, c'était juste un petit retour d'expérience. Non, c'est intéressant. Mais je pense aussi que, je pense que même dans une école de commerce, il y a en tout cas au niveau des finances, il y a beaucoup de maths et de modélisation et tout. Mais je pense aussi que, je pense une qualité au fait que, soit en école d'ingénieur ou en école de commerce, c'est aussi cette capacité à pouvoir s'adapter au contexte dans lequel nous sommes et pouvoir rapidement s'intégrer et pouvoir apporter sa contribution. Je pense que dans les parcours, il n'y a pas un seul parcours, il y a plusieurs parcours. Mais cependant, je pense que, et c'est le message que j'essaie de passer aux jeunes financiers, économistes, aussi ingénieurs, s'ils sont intéressés, c'est de dire que si on est intéressé par un secteur, on ne va pas bien sûr devenir ingénieur en hydraulique, ça prendra plus de temps, mais on ne demande pas ça. Ce qu'on demande, c'est vraiment comprendre la dynamique du secteur, comprendre les principaux déterminants, comprendre l'offre, la demande, qu'est-ce qui impacte quoi, quelles sont les relations d'un point de vue macro, et combiner ça par rapport à notre connaissance. Pour un financier, c'est suffisant. C'est-à-dire, il n'a pas besoin vraiment de pouvoir savoir comment il va faire des ouvrages de génie civil, mais il a besoin par contre de comprendre que, par exemple, dans une station de dessalement, voici les principaux indicateurs, les opérationnels, indicateurs financiers, les métriques, etc. Et ça vient avec un peu d'investissement, et bien sûr, rien ne remplace l'expérience. Je suis sûr que ce que vous avez appris au niveau de ce que vous avez fait à l'ONE dépasse de loin ce qu'on pouvait. Même si on vous a enseigné ça, ça n'aurait pas été possible. Donc, mais l'idée, c'est que entre quelqu'un qui est un peu préparé, qui est plus curieux d'une industrie ou bien d'un secteur, et quelqu'un qui connaît rien d'un secteur, celui qui a la préparation a beaucoup plus de chances de décrocher l'emploi et de mieux progresser que quelqu'un qui n'a aucune connaissance du secteur. Donc, ça va lui demander beaucoup plus d'efforts pour pouvoir réussir. Donc, c'est un peu ça ma vision par rapport à la question de Madame Iman. Il y a une question sur le chat, c'est par rapport à ce que vous ne croyez pas que l'implication du secteur privé dans le secteur de l'eau est très limitée, repose surtout sur l'initiative de l'État. Est-ce que vous pouvez nous fournir des données relatives aux tendances des investissements vers des infrastructures pas privées? Oui, historiquement, c'est un secteur où c'était l'État qui faisait tout. Ça, c'est clair. Après, progressivement, c'est ouvert au secteur privé, notamment au niveau de la distribution. Donc, dans certaines villes, où les régies, on a commencé à donner on a délégué la distribution des sociétés privées, comme à Casablanca avec l'IDEC, à Rabat avec Reda, à Tanger avec Amendis. Après, bon, c'était un peu mitigé, donc l'État maintenant est en train de faire marche arrière avec les sociétés de distribution locale. Mais il me semble que euh, le secteur au niveau du dessalement, je ne vois pas, par exemple, l'État le faire. Et l'État l'a annoncé, c'est-à-dire que clairement, on dit que on a besoin du secteur privé pour pouvoir faire les investissements et l'État va garantir les paiements dans le temps. C'est un peu ça le deal euh, qui, qui est fait. Et il me semble que toutes les stations de dessalement qui vont venir seront construites suivant ce modèle-là. Donc, c'est quelque chose, à mon avis, et dans le plan de l'eau 2022-2027, c'est quelque chose qui est vraiment très clair. Maintenant, ce qu'on pourrait dire, c'est que, bien sûr, l'eau est un secteur, et la dimension sociale est très importante. Et donc, après, il faut que l'État veille à ce que les acquis sociaux soient protégés et que l'application du privé ne se fait pas aux dépens des populations qui n'ont pas des ressources. Les populations défavorisées, même la classe moyenne. Je pense que c'est un point de risque, mais c'est ça un peu l'intérêt. Enfin, les citoyens ne sont pas livrés au privé. Il y a le rôle de l'État, le rôle de la régulation est là pour pouvoir s'assurer que ça ne déborde pas. Mais aujourd'hui, compte tenu des investissements qu'il faut faire, je pense que la tendance, c'est ça. Je pense que c'est ce qu'on va voir notamment au niveau du dessalement, c'est un peu l'exemple le plus parlant.
Et on voit ça même dans le solaire. Vous savez, que tous les nouveaux investissements dans le solaire au niveau du PV, photovoltaïque, que fait l'ONE et que fait Mazen, c'est avec le secteur privé, avec la même logique. Il y a un engagement de l'État d'acheter le kilowattheure à un prix bien défini et le privé met de l'argent. C'est un peu ça le deal. Ce n'est pas parfait, mais c'est un peu ça la tendance que nous avons sur le marché. Je pense qu'il y a une autre question. Excellent. Est-ce que, bon, moi j'aurais peut-être une question par rapport au secteur privé parce que, bon, j'imagine on a peut-être plus d'aisance à imaginer le financement public que le privé pour le domaine de l'eau, surtout que le privé a ses critères un peu stricts par rapport à la rentabilité, par rapport au payback. Et donc, ma question, c'est un peu, est-ce que le secteur de l'eau, d'après votre retour d'expérience, est-ce qu'il s'apprête déjà au financement privé, ou disons de plus en plus, puisque les PPP sont déjà en place sur plusieurs fronts. Euh, voilà, donc c'est surtout ça, surtout que la transparence, la confiance sont des mots d'ordre un peu essentiels pour le financement privé. Est-ce qu'aujourd'hui, le secteur de l'eau s'apprête à plus de financement privé? Oui. Si on voit un peu les investissements qui sont les plus importants qui vont venir dans le futur, c'est tous les investissements non conventionnels et il y a à leur tête le dessalement. Le dessalement va se faire avec des modèles PPP tels que ça a été fait à Agadir et à Casa, c'est la même chose, Tanger et le reste. Je pense que ça sera plus dans ce modèle-là. Dans d'autres pays, le privé intervient notamment dans tout ce qui est solution, ce qu'ils appellent off-grid. Donc, c'est des petites unités de pouvoir produire de l'eau, mais vraiment dans des endroits qui sont très reculés. Parce que le problème du dessalement, bon, on a la chance, alhamdoulilah, au niveau du Maroc, c'est qu'on a la plus grande concentration de population sont proches des côtes. Mais cela dit, il y a des endroits où il y a des populations mais qui sont éloignées, où le coût de distribution devient très important. Par exemple, si on prend l'exemple de House, si vous voulez raccorder toutes les populations au réseau, ça peut se faire, mais avec un prix qui sera très important. Et donc, il y a aujourd'hui des solutions décentralisées. Par exemple, la solution qui est faite à Tiznit sur la partie capteur de brume, c'est un exemple de solution décentralisée. Mais il y a d'autres solutions, par exemple, ce qu'on appelle des générateurs atmosphériques d'eau. Vous avez des machines qui aspirent l'air avec un processus de condensation, produisent de l'eau. Et ça, on peut imaginer des solutions. Le problème de ce type de solution, c'est que ces solutions coûtent très cher parce que premièrement, consomment beaucoup d'énergie. Bon, on peut mettre des photovoltaïques avec, mais ça coûte cher. Dans ce cas de figure, même le secteur privé ne peut pas intervenir parce qu'à la base, les populations n'ont pas les moyens de payer ce genre de solution. Et donc là, je pense que parmi les choses qu'on peut avoir, c'est vraiment l'application du secteur philanthropique, notamment des ONG, des fondations, qui peuvent rendre ces solutions accessibles aux populations. Dans le sens où on peut avoir, au lieu d'avoir un partenariat public-privé, on aura un partenariat fondation ou bien philanthrope et population locale, où il y a une sorte de contribution au paiement, parce que ce qui est gratuit n'est pas toujours bon. Il faut qu'il y ait un certain paiement, mais qui ne soit pas accessible. C'est-à-dire que la majorité des montants peut être supportés soit par l'État et soit par les fondations. Il y a des montages qu'on peut penser dans ce type-là, parce que parfois les solutions décentralisées sont parfois plus efficaces que des solutions de raccordement réseau, parce qu'on ne peut pas évidemment raccorder tout le Maroc au réseau d'eau potable pour des raisons de coût, c'est parfois pour des raisons d'ingénierie, parce que ça reviendra super cher pour pouvoir le faire. Mais par contre, il y a des solutions décentralisées qu'on peut utiliser. Je pense que dans ce cadre-là, le secteur privé ne peut pas être intéressé parce qu'il n'y a pas un grand marché à pouvoir faire ça. Donc là, on a besoin de mobiliser
le secteur philanthropique. Je pense aussi aux fondations. Je pense par exemple aux fonds, aux donations type Zakat qui peuvent aider dans ce type-là. Il n'y a pas mieux que de fournir de l'eau potable à des populations qui n'ont pas d'eau. Al-Awqaf peuvent participer également à ça par des montages parce qu'on peut mettre à disposition de leurs ressources financières pour rendre l'eau accessible à ces populations. Donc on peut penser plus dans ce cadre-là pour des solutions off-grid à des solutions philanthropiques avec la contribution de l'INDH, mais aussi avec la contribution des populations locales. Il y a des choses à faire pour ce type de solution, mais ce sera plus des solutions à petite échelle pour des populations qui sont éloignées où le fait de pouvoir remplir des camions citernes n'est pas la solution parce que ça coûte cher et en plus la qualité de l'eau, une fois transportée dans des camions citernes, n'est pas une bonne qualité. Excellent, excellent. Bon, c'est une thématique passionnante. On aimerait bien passer plus de temps pour creuser plus sur les mécanismes et aussi les débouchés dans le secteur. On ne souhaiterait pas trop empiéter sur votre temps personnel, donc on vient à terme de de ce webinaire. Je remercie énormément l'assistance et Dr. Wael pour la présentation. J'espère en tout cas que l'audience a une idée plus claire sur les débouchés possibles dans la finance de l'eau. Et de toute manière, ce webinaire sera enregistré et rediffusé pour qu'il soit disponible et revisualisé. Et voilà, donc merci énormément. Et je donne rendez-vous à notre audience à nos prochains webinaires du chapitre marocain des jeunes de l'eau. Et merci encore une fois, Dr. Wael, pour votre temps. Merci. C'est un plaisir. Merci à vous pour l'invitation, pour l'organisation. Tabarakallah alaykoum. Merci. 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 Merci.